Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, première émission des universitaires, première publique en tout cas parce qu'il y a des épisodes qui seront à venir dans le futur. Je vais déjà me présenter, vous présenter le concept de l'émission pour ceux qui me découvriraient avec ça. Je suis Mehdi, donc Mehdi Des de Des Podcast et je présente cette émission qui s'appelle Les Universitaires dont le but sera d'analyser des éléments de la pop culture. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des comics, ça peut être des mangas, de l'animation, comme ça va nous intéresser ce soir, avec des universitaires, des spécialistes sur le sujet en question. Donc ce soir, on va se concentrer sur un animé, une série d'animation japonaise, un phénomène, je pense qu'on peut utiliser le terme et sans trop peser ses mots. Donc c'est la série Evangelion, qui est une série d'animation japonaise. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Je suis avec deux intervenants. Donc j'ai Yannick Kerner, bonsoir, Bonsoir. et Karim Charidib. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Et puis merci du coup pour d'avoir accepté cette invitation pour cette première live en tout cas et première publique de l'émission. On va peut-être commencer avec l'élément le plus rudimentaire, c'est-à-dire Evangelion, c'est quoi? Autrement dit, c'est la question casse-pipe avant de rentrer vraiment dans le dur. Qu'est-ce que c'est Evangelion? Ce serait quoi votre définition l'un l'autre très brièvement d'Evangelion? Karim, je te laisse la parole, je vois que tu la veux. On se croirait à question pour un champion là. Voilà. Je laisse la main. J'apprécie ton courage, Yannick. Euh, Déjà, on peut dire que c'est un dessin animé, Mhm. une série animée. Une de ses premières spécificités, c'est que c'est déjà une série originale. Mhm. C'est pas une adaptation d'un manga, donc c'est vraiment une création purement télévisuelle, Oui. dans un premier temps. Ça aura particulièrement son importance par la suite dans sa place dans le paysage de l'animation, justement. Mais on y reviendra. Est-ce que Yannick, tu veux malgré tout, après ce courage de Karim, te hasarder à une définition? Peut-être sur le genre de la série. Mhm. Euh, Effectivement, c'est une série dont on dit beaucoup qu'elle est un roboto-anime. Mhm. Euh, mais en fait, c'est une série qui très vite va y avoir une certaine contamination des codes propres à ce genre, et ça fait d'Evangelion en fait une sorte de champ expérimental en fait, en tout cas pour moi, hein, de l'animation japonaise. Oui. Alors ça aussi, je pense que le terme expérimental, on va s'y atteler à un moment ou un autre de cette soirée. Alors le but de cette soirée, c'est que vous aurez vu un peu avec Malice que ce live, en tout cas pour ceux qui écouteront, regarderont en replay, n'auront pas forcément le titre, donc qui est intitulé First Impact, qui est une référence évidemment, on y reviendra un peu plus tard, à l'univers d'Evangelion. Et ça annonce la réalité qu'il ne s'agira pas de la seule et unique émission avec Karim et Yannick, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a un chantier quand même très très important, au point où, et ça me permet donc de vous introduire en détail en tant que tous deux chercheurs à l'université donc de Rennes pour vous deux, et aussi responsable ayant dirigé organiser une journée d'études scientifiques autour justement d'Évangélion, la raison de votre présence aujourd'hui, et coordonner donc un ouvrage à venir autour justement de ces actes, enfin de cette journée d'études. Est-ce que avant qu'on se lance vraiment sur la série, vous voulez peut-être brièvement nous en dire quelque chose de cette aventure-là, quand même encore assez atypique en France, hein, même si on a de plus en plus de petits objets comme les Game Studies qui étudient le jeu vidéo, ça reste pour quelque chose de l'ampleur d'Evangélion, quand même étonnant de se dire à quel point ça reste un parcours du combattant. Euh, je commence du coup. Je t'en Euh, prie. alors effectivement, enfin, à ma connaissance, en France et dans les études, on va dire dans les études universitaires sur les séries animées, on peut pas dire qu'il y avait
énormément de choses sur les séries animées japonaises. C'est certain. Pour l'instant, juste avant nous, il y avait eu Goldorak. Donc, je crois qu'il y avait eu une journée d'études en amont, mais en tout cas, je il y a un confirme. ouvrage. Et d'ailleurs, l'ouvrage a été coordonné par Marie Pruvot-Delâtre, qui est d'ailleurs dans nos, Une des intervenantes qui signe un des articles. Et donc, Goldorak qui se posait un peu, si on veut, en étude un peu à caractère nostalgique, en fait, de la chose. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est ne pas le prendre comme un objet nostalgique, Evangelion, puisque en plus, il a toujours une actualité assez foisonnante, contrairement à Goldorak. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment le prendre comme un objet culturel, puis une œuvre d'art à part entière également, et justement parvenir à en étudier. En étudier, ça en tant qu'objet, d'accord. Enfin, qu'univers même, objet, je pense, serait trop réducteur concernant Evangelion. Donc voilà pour planter un petit peu le décor et le pourquoi de votre présence ce soir. Rappelez que justement cette journée d'études, histoire de ne pas dire de bêtises et au pire je me laisserai joyeusement reprendre par vous si je venais avoir été mauvais élève. Donc votre journée justement s'organisait autour de 4 grands axes que je vais rappeler ici. Donc tout d'abord la place de cette série qui est Evangelion au sein d'autres productions et même plus largement dans la dynamique culturelle. Je pense qu'on peut même étendre au sein de son pays et peut-être même, enfin de son pays, le Japon, donc d'origine et au-delà, le fait que Evangelion, c'est je disais en introduction, c'est un phénomène, c'est pas une accroche BFM TV ou CNews, c'est vraiment un phénomène culturel. Un deuxième axe donc, qui s'orientait plus sur la dimension de Evangelion en tant que série avec un attrait science-fiction. Et un troisième donc, qui est en tension un peu avec ce second qui va évoquer autant des axes comme la figure du gigantisme sur laquelle Karim tu t'es particulièrement attelé avec des figures comme les kaiju qui sont ces énormes créatures qui peuplent l'univers de la culture populaire japonaise. On citera entre autres que Godzilla avec un parallèle sur lequel on reviendra après qui n'est pas non plus lui aussi hasardeux, mais aussi des discours eschatologiques, donc discours de la fin du monde sur lesquels Yannick s'est particulièrement retroussé les manches pour en parler également. Et enfin, un dernier axe sur lequel lui aussi pas mal chapeauté par Yannick, vu que je ne l'ai pas forcément rappelé dans ton CV, mais au-delà de tes connaissances universitaires, tu as chapeauté et chapeautes des journées de réflexion, d'études, et même une revue, je ne sais pas si elle est en cours encore actuellement, autour du cinéma, et parfois des séries télé. Donc ce qui nous ramène au quatrième axe, qui est la sérialité, donc la place d'Evangelion dans une logique, ce qu'on appelle sérielle. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Je vous laisse préciser s'il y a des éléments avant qu'on s'attelle à l'objet, au monument Evangelion. Karim, peut-être, je sais pas. Oui, moi, je vais peut-être revenir rapidement sur l'expérience d'organiser un événement scientifique autour de cette série, puis d'un dessin animé qui plus est japonais, qui a été des objets culturels qui ont été assez mal considérés il y a encore une trentaine d'années, on va dire. Moi, j'ai pas eu de difficultés particulières à demander des fonds pour organiser cet événement. Enfin, ça s'est fait de manière assez fluide, avec une certaine curiosité de la part de mes collègues ou pas trop, mais pas d'opposition particulière. Voilà. D'accord. Et moi, ce qui m'a ravi, c'est que la journée s'est déroulée au FRAC à Rennes. Et peut-être rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Excuse-moi de t'interrompre. C'est le Fonds régional d'art contemporain. Voilà. Et il y a eu beaucoup de monde, dont beaucoup de monde qui ne venait pas de l'université. Enfin, ça a débordé un petit peu
du champ universitaire et c'était très agréable. Enfin voilà, Hmm. pas mal de petits échanges après avec des gens, etc. Donc voilà, il n'y a pas eu de difficultés singulières là-dessus. Voilà. On verra pour ce qui sera de l'ouvrage, ce On qui est une croise les autre doigts. paire de manches, puisque ça nécessite plus d'argent, de publier Hmm. un bouquin. Mais voilà, je pense que là, l'état, les changements générationnels aussi font que petit à petit, ça devient quand même de plus en plus facile de travailler sur des objets qui, euh, voilà, a priori, on pourrait penser qu'ils n'auraient pas leur place à l'université, ce qui n'est pas le cas évidemment. Hmm. Voire, comme tu le rappelais un peu plus tôt, en instant OK Boomer, avait, on va dire, un statut de pestiféré, hein. On se souvient, on le rappelle pour ceux qui seraient trop jeunes ou auraient complètement loupé le coche à l'époque, hein. Donc Ségolène Royal était dans une croisade face aux productions japonaises d'animation, et on était quand même dans une époque, un contexte dans les années 80-90 à parler de péril jaune, je cite. Donc voilà, on revient effectivement de loin, ça c'est pour replanter le décor global. Alors, on va se concentrer effectivement sur la série qui se veut, donc cet épisode introductif à la fois à votre journée et à l'intégralité des sujets qu'on va aborder. Donc Evangelion à l'origine, donc c'est une série de 26 épisodes, comme le rappelait Karim, qui effectivement a été commandé dans cette intention-là, exclusivement, c'est-à-dire c'est un programme pensé uniquement et non pas comme une adaptation, comme c'est très souvent le cas de séries à succès. On vous en donne quelques-unes, hein, pour les années 80-90. On avait, justement, tu parlais d'autres robots, les Mazinga, donc qu'on connaît plus sous le nom de Goldorak chez nous. On avait un peu plus tardivement les Captain Tsubasa, Olive et Tom, les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, j'en passe, jusqu'à encore récemment aujourd'hui des adaptations de manga, de Beastars très récemment sur Netflix, j'en passe. Là, donc vraiment, il y avait une intention d'une œuvre en plus avec un ton quand même particulier autour de la SF, et surtout je pense qu'on peut mettre le pied là-dessus, ça permettra d'aborder le premier axe, qui était un peu progressivement, qui est de plus en plus devenu une espèce de tromperie, d'espèce de tromperie sur la marchandise, entre guillemets, vis-à-vis des fans, notamment japonais dans un premier temps. C'est très intéressant, on y reviendra avec vous deux, surtout Yannick, sur la réception de l'œuvre, et notamment dans son rapport générique, c'est-à-dire les genres dans lesquels on qualifie une œuvre. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens s'attendaient, comme disait Karim en introduction, à un roboto animé, donc une série plutôt avec des robots, des mechas, donc avec des codes bien installés. Et on a eu un revirement avec une série qui, sur les derniers épisodes, vire à une introspection, une interrogation métaphysique, sociologique du Japon, pour pas dire artistique, avec des réceptions plus ou moins variées des derniers épisodes, entre critiques de manque de moyens et intention visuelle et autorale. Donc peut-être qu'on peut déjà partir sur le fait que même en son pays, Evangelion n'était pas prophète. C'est une œuvre qui est assez ambiguë, hein, parce que effectivement, on a une vision en Europe d'Evangelion comme étant une série assez autorisante, avec une deuxième partie de saison, hein. Enfin, il y a une saison, mais deuxième partie de saison qui se dégrade. Alors, je ne mets pas de jugement de valeur, moi, j'adore cette partie-là, mais qui ne répond à plus rien, avec un ton très très grave. Et en même temps, moi, la première fois où je suis allé au Japon, je n'ai vu que du merchandising avec Shinji, les Vase 01, etc., mais pour vendre tout et n'importe quoi. Je peux Oui, témoigner. ça reste encore acceptable, mais des rasoirs Oui. avec, par exemple, la figure de Gendo Ikari, qui est l'être un peu nébuleux, un peu antagoniste, qui ne sourit jamais. Et moi, je me rappelle que j'ai vu une pub où on le voit avec la banane, quoi, vraiment en train de se raser, ce qui est une image qui est presque apocryphe, quoi. Oui. Ça change complètement le rapport au personnage. Double blasphème. Et du coup, il y a une ambivalence comme ça, à la fois d'une série d'une gravité. Voilà, on dit que c'est une série qui est assez sérieuse, assez complexe.
Et en même temps, voilà, quand on va au Japon, c'est la foire du trône, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a un double visage comme ça. Donc, j'aurais du mal à qualifier la réception japonaise de cette série, parce qu'elle me semble extrêmement complexe, en fait, Oui. à la fois critique, hein, puisqu'il y a eu même des menaces de mort qui ont été envoyées aux auteurs après les 2 derniers épisodes, et en même temps, un phénomène presque disneyen de fascination culturelle comme ça, qui est assez étonnant, quoi. On nous dit dans le chat qu'il y a même eu des préservatifs Shinji, donc Shinji Ah bah Ikari qui est écoutez, le héros, ce qui est là aussi comment dire, assez j'irai ironique, voir. voilà, Ouais, par rapport au personnage. ouais, tout à fait. Justement, une petite précision que je n'ai pas faite au préalable, vu les intitulés des émissions, on préfère prévenir d'emblée, on ne s'interdira pas des spoilers, bien entendu, parce qu'on est quand même dans une analyse de fond, donc ça permet de faire un avertissement à celles et ceux qui pourraient y être sensibles. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la petite précision avant d'aller un peu plus loin. Peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, Karim, par rapport quelle que soit la manière dont on peut supposer la réception de l'œuvre, même en étant, mettons, japonais et chercheur au Japon, ce qui doit être un sacré sac de nœuds aussi, c'est surtout, c'est que la série n'a pas laissé de marbre au Japon, ça c'est certain. On peut comparer, moi j'ai une autre série à même échelle, je dirais même également sociologique et au-delà. On peut comparer une série comme Hashita no Jo, donc, qui est un manga très célèbre de boxe, qui a littéralement suscité des élans politiques, en tout cas des formes de révolution en ces temps gilets jauniens français, du même ordre, à échelle du Japon évidemment, mais certaines... voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça, malgré tout? C'est-à-dire que la série a quand même secoué certaines choses au-delà du domaine des otaku, et on reviendra là-dessus juste après. Euh, c'est une série qui a indéniablement secoué, en tout cas en termes de production, d'animation, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu euh, un avant et un après, déjà sur que veut-on dire aux jeunes, quoi, aussi. C'est-à-dire qu'il y a un Mhm, message mhm. qui est donné par la série, euh, qui est très clair, d'ouverture aux autres, etc. Notamment, alors on parle des otaku, mais il y a aussi voilà, les hikikomori, enfin Oui. les gens qui restent enfermés chez eux, etc. Enfin, C'est- une réalité sociologique. Et puis moi, je le vois vraiment comme un discours de la fin du XXe siècle, quoi. C'est-à-dire Hmm. une époque qui se poursuit aujourd'hui, extrêmement difficile, à la fois socialement, économiquement, et qui essaye un peu de s'émanciper de tout ça. Donc je trouve que c'est un bon condensé du Japon de la fin du XXe siècle, qui est en crise, hein, de toute façon. D'accord. Tu n'hésites pas, évidemment, Yannick, c'est Non, je vais- évident, mais s'il y a des choses que tu souhaites ajouter. Donc, on parle de ça. On a évoqué deux concepts qu'on va brièvement définir sans trop s'apesantir. On a lâché le terme d'otaku et on a lâché le terme d'ikikomori. Alors, c'est très intéressant parce que on y reviendra probablement sur une émission dédiée, mais dans les deux cadres, il y a une certaine forme de renfermement social, à des degrés quand même assez différents. Et surtout, la valeur du terme d'otaku n'est pas du tout la même au Japon qu'en France. Même si culturellement, on peut se dire qu'il y a une forme d'homogénéisation globale de ce genre de qualificatif. Mais l'otaku, effectivement, c'est le consommateur, la personne éclairée sur toutes les œuvres de la pop culture japonaise, animation, jeux vidéo, culture d'internet même, etc. Et j'en passe. Manga, évidemment. Et ça peut aussi aller plus loin sur un phénomène qui est moins connu peut-être en France, qui sont les idolus. Donc les idolus, ce sont ces espèces d'artistes polyvalentes, principalement d'ailleurs des femmes, qui sont à la fois chanteuses, actrices, etc. Donc voilà, on a une espèce de gloubi-boulga comme ça, très Murakami sur les bords, l'artiste, hein, du Superflat, pas l'auteur de roman. Et d'autre part, tu lâchais le terme d'ikikomori, qui est un phénomène en termes techniques de psychiatrique, de claustration sociale. Donc c'est des gens qui restent littéralement enfermés chez eux et qui limite
ironie du sort vu le moment où nous enregistrons, qui est en plein confinement, limitent au strict minimum leur déplacement, voire ne sortent même pas de leur propre chambre, ce qui donne aussi le lien et l'imagination à ce qui peut être possible en termes d'hygiène dans ce point de vue-là. Et c'est assez emblématique de cette, on va dire, ce questionnement, ce déchirement intérieur des adolescents de la culture japonaise. Donc ça, c'est un tour un petit peu global dans lequel s'inscrit Evangelion. On vous disait tout à l'heure que c'est une série de 26 épisodes. J'ai oublié de mentionner donc 2 films qui se sont rajoutés comment dire, à la suite quasi directe, mais pas immédiate de la série donc de 26 épisodes. Ainsi que 3 nouveaux films beaucoup plus récents. Je n'ai pas les dates à l'esprit, n'hésitez pas hein, pour les 2 films et pour les 3 Je crois que rebuilds. de mémoire, je crois que c'est 2007, 2009 et 2013 peut-être. D'accord, Il me très bien. semble hein, à peu près. Voilà. Ok, parfait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire donc voilà, ça s'inscrit là-dedans. Également une adaptation en manga, donc on a suivi quelque part le cheminement inverse. Et donc ce qui nous amène effectivement à la superbe, illustré par l'exemple en tout cas pour la version live par Karim, et ce qui nous amène donc à l'idée de c'est quoi Evangelion en détail. Donc est-ce que Yannick, tu souhaites peut-être introduire, on va dire, en se basant sur le premier épisode et puis les enjeux de la série? Alors, Évangélion en détail. Ah non, en Alors, détail, je disais en partant du premier épisode de l'intrigue et puis essayer d'élargir à ce que ça représente par la suite pour un petit peu s'il y a des curieux qui oui, n'auraient vraiment pas du tout oui. vu la série et qui aiment vivre dangereusement en termes de spoiler, qui nous écouteraient. Alors, Evangelion, un animé qui démarre comme on dit, in media res, Mm. puisque on est face à donc un petit garçon, enfin un petit garçon, un tout jeune adolescent, Oui, Shinji Ikari, qui débarque comme ça et dans une ville appelée Tokyo 3. Bon, alors là, qu'est-ce que c'est que Tokyo? Bon, d'où vient Tokyo 3? C'est quoi Tokyo 2? ouais. Réponse d'ailleurs qu'on n'aura pas vraiment dans la série. C'est laissé. Enfin, et bon, voilà, déjà, je m'embrouille parce que c'est foisonnant dès le départ. Oui. Ça commence quand même par un carton au départ. Tout de suite, on est mis dans une ambiance science-fictionnelle. Carton qui nous dit qu'il y a eu une sorte d'apocalypse, Mm. un deuxième impact il y a un certain nombre d'années, et que là, justement, on se situe en 2015, et donc futur proche, puisque la série, évidemment, sort en 95 au Japon. Et donc, on est avec ce jeune garçon qui, d'emblée, est mis face dès le premier épisode, à l'attaque d'un robot dans Tokyo 3. Et justement, on va le mettre directement face à le robot qu'il va être amené à piloter, donc un mecha, l'EVA 01. Mm. Euh, voilà, je sais pas, je le fais peut-être très mal, mais Non, j'ai non, pas non, tiré. ça pose en tout cas les bases. Alors, ce qui est intéressant sur le personnage de Shinji, c'est qu'effectivement, on nous dit dans le chat, non sans humour, des ados dépressifs conduisent des gros robots. Voilà, ça pourrait être la version très réductrice. En tout cas, on a ce personnage de Shinji qui est aussi en apparence, on a des petits indices, hein, très frêle, très hésitant, qui est un peu une incarnation, si on veut verser dans le cliché de l'indécision adolescente, qui est perdu aussi parce que il est au téléphone à essayer de trouver son chemin dans sa destination qu'on comprend en même temps que lui. Donc déjà dans le cours même du récit, on est on suit vraiment littéralement, pas simplement avec la caméra, mais avec les infos qui nous tombent progressivement dessus. Et comme tu l'as très bien dit, il est amené à conduire très rapidement, de manière complètement magistrale, un robot géant, un mecha de plusieurs dizaines de mètres au minimum, hein, j'ai pas les chiffres officiels, face à un antagoniste qu'on nous donne très rapidement aussi dès le premier épisode, qui sont des anges. Ça, c'est peut-être le premier détail vers lequel on peut
amorcer. Donc les ennemis, soi-disant identifiés, hein, bien sûr, c'est pas si simple que ça, sont des anges. Karim, tu voulais peut-être préciser quelque chose? Oui, sur l'aspect frêle de Shinji, la personne en charge du design des personnages a réutilisé le visage de Nadia, donc de la série antérieure Oui, de Gainax, donc c'est Nadia et le secret de l'eau bleue oui, en français. L'héroïne est une jeune femme, une jeune fille, et en fait, il a repris trait pour trait le dessin du visage, en fait, juste en changeant les cheveux, puis peut-être un d'accord. ou deux éléments, mais il y avait la volonté dès le départ de créer un personnage masculin un peu ambigu, Androgyne, androgyne, Mhm. enfin, sur le genre. Mhm. Et même sexuellement, puisqu'il y aura dans la suite de la série Oui, des séquences qui vont un peu plus trop trop. savoir sur Mhm. quel pied danser en termes d'attirance Oui. par rapport à Shinji, quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, ça dépasse, hein, le simple cadre des personnages androgynes qui sont parfois légion dans les productions de Mm. manga et d'animation japonaises. Là, il y a une vraie intentionnalité. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans les autres séries, mais on n'est pas uniquement dans une dimension esthétique, ça vient aussi dans l'intention servir ce que tu viens de souligner de l'éventualité de l'attirance, d'une certaine. On va faire très large, hein, peut-être de cette espèce d'éros ambiant, vers avec qui je fais alliance, pour faire simple, Mm. pour pas dire avec qui je fais couple, si on veut être plus sur une dynamique sociale. Et donc il y a ces fameux personnages, hein, les anges, qui sont des espèces de créatures tout aussi magistrales que les Eva, qui sont censés comment dire, les combattre, dont on sait pas trop d'où ils viennent, hein, parce que autant on parlait beaucoup de Mazinger, donc de Goldorak, où on sait qu'on a une race extraterrestre qui est, je crois, sauf erreur, identifiée dès le premier épisode. Là, on est dans un flou monumental. Ben, c'est vrai qu'avec les anges, on est face à quelque chose À quelque chose, tu de disais, Yannick? compliqué. Ah, de compliqué, oui. Le terme ange, bon, comme on disait justement, le terme ange Mm. euh, le, met en, le met en lien directement avec justement le divin et évidemment l'aspect moral qui le place du côté du bien, puisque effectivement, là, on va dire que c'est la dimension chrétienne, même si le terme même d'ange, ça provient du japonais shito, Mm. qui désigne le messager, l'émissaire, mais en même temps, c'est le messager, l'émissaire, un ange, c'est un envoyé de Dieu. Même si Dieu, on a beaucoup de volonté divine dans Evangelion, mais le Dieu, c'est toujours quelque chose qui est assez caché Mm. dans Evangelion. Il y a des envoyés, mais des envoyés de quoi? C'est assez mystérieux, en fait, Mm. pendant. Voilà. Ouais, puis envoyer pour quel message, quoi? C'est-à-dire, que vient-il communiquer? Parce que ce qui est intéressant, même dans le premier épisode, c'est qu'on a une sorte d'antagoniste, donc monstre, mais il semble pas vraiment chercher le combat, en fait, hein. Il avance vers un objectif qu'on ne connaît pas. Il semble même pas trop s'épancher sur les tanks, sur les attaques, hein. Il va vers un objectif. Donc, il n'y a même pas une sorte de volonté de nuire qui est propre aux méchants, une volonté de détruire. Donc déjà, même en termes d'antagoniste, il y a un aspect un peu décevant, quoi. Mm. C'est-à-dire que le combat, enfin, pourquoi, en fait, on a presque l'impression d'être face à un animal qui se Oui. retrouve en pleine ville, Mhm. un peu perdu, quoi. Enfin, donc, c'est vraiment des antagonistes très très durs à cerner. Mm. Euh, donc, alors c'est vrai qu'il y a la transcription avec ce terme Shito, mais Dans l'anime, c'est dans la Tenchi, il série, me quand même, semble, hein. sur les écrans, c'est quand même marqué Angel, quoi, hein. Et Donc ouais, il oui. y a la double, Ouais. ouais, dans l'animé, donc il y a la double, ouais, il y a le double terme comme ça qui est Oui. assez dur à interpréter dans un premier temps, quoi. Après, je pense que vous m'arrêterez si je me trompe, mais les usages d'anglicisme, c'est aussi dans l'habillage très souvent des interfaces qui sont Mhm. présents dans Evangelion. Ça va de
Ça va des centres de commande jusqu'aux tablettes Vous de allez- cils, ouais. des choses comme ça. Enfin, on est plus sur de l'allemand d'ailleurs dans les tablettes de Mm. cils. Enfin, il y a ça d'ailleurs, c'est intéressant. On va peut-être en toucher un mot. Il y a une dimension très mixte dans les références. Yannick a un peu vous avez ouvert la voie sur l'émissaire de Dieu. Finalement, on est dans quel type de mythologie, quel type de folklore? Est-ce qu'on est sur une dimension japonaise? Est-ce qu'on est sur une dimension occidentale? Laquelle? Donc il y a quelque chose d'assez mixte. De ce qu'on voit assez rapidement, c'est que finalement, ça le reste. C'est-à-dire il y a une espèce d'oscillation entre des écrits avec même des références concrètes. Hein. Il y a un épisode qui porte carrément le titre d'un écrit de Schopenhauer et des références toutes trouvées de la philosophie et de la mythologie japonaise. Donc c'est aussi quelque chose qui a beaucoup permis l'adhésion aussi d'Evangelion au-delà du Japon. C'était à l'époque, pour donner, et vous laisser la parole de nouveau, moi ce qui m'avait beaucoup séduit, l'ayant vu, hein, c'est parfait, j'étais dans le cœur de cible, hein, l'ayant vu à une période adolescente, eh bien il y avait ce côté gloubi-boulga de référence, évidemment, on a 14-15 ans, on ne maîtrise pas, on n'a pas encore eu les chocs d'écrits philosophiques ou que sais-je, et on se voit comme ça asséner des écrits sur des cryptiques de la Kabbale, à une époque, deuxième hockey boomer de la soirée, où Internet n'était pas si démocratisé que ça et qu'il fallait passer presque une journée ou une demi-journée à la bibliothèque ou le nez dans son encyclopédie pour essayer de trouver les références, sauf si vous achetiez les cassettes vidéo à l'époque, c'était très intéressant, on y reviendra peut-être après, où il y avait pléiade de clés de lecture qui, je me permets de leur préciser pour ceux qui captent l'émission en cours de route, et sera présente aussi dans votre ouvrage. Il y a cette volonté de mettre des notes explicatives à terme dans votre ouvrage. Enfin voilà, je vous laisse la parole en tout cas par rapport à tout ce que j'ai expliqué sur cette dimension mixte, de voir ce que vous souhaiteriez ajouter ou prolonger sur les écrits philosophiques, les inspirations. Tu commences peut-être là? Salaud. Moi je saute un peu en touche sur ce truc-là parce que bon, c'est très complexe. En restant dans le domaine de la sérialité, moi je mets vraiment en parallèle cette série avec une autre série phare, c'est X-Files, qui est un peu antérieure à Evangelion. Et qui a été une série à vraiment développer aussi un univers extrêmement cryptique, à décoder une mythologie, etc. Et je trouve qu'on retrouvait pas mal d'éléments de structure dans Evangelion. Enfin, je trouve que c'est vraiment les deux récits un peu de la fin du millénaire, quoi, qui voilà, rendent à la fois complexe le monde, et en même temps, comme tout récit de complot, puisque je trouve que ce dessin animé prend vraiment la forme du récit de complot, donne à penser que dans le monde, tous les événements sont liés. Hein. Le complot, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a tel événement, tout fait sens, quoi. Hein, qu'il y aurait une structure cachée dans le monde, hein, qui ordonne le monde. Et je trouve que plus que s'attarder sur ça, c'est chrétien, ça c'est plutôt grec, ça c'est plutôt juif, etc. C'est plutôt sur cette volonté un peu de créer un univers complètement cryptique à décoder avec des clés de décodage que peuvent être des dessins, par exemple, voilà, dessins des signes de la Kabbale, par exemple, etc., etc. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'envisage, et du coup, je m'étais demandé si Anno, alors je me doute qu'il a vu X-Files, hein, mais quel est l'impact profond dans son imaginaire, parce que Oui. je trouve que il y a vraiment des parallèles à tracer entre ces deux univers, quoi. Hideaki Anno, hein, donc qui a supervisé effectivement la série. Et moi, en t'entendant, d'un David Duchovny à l'autre, je ne peux m'empêcher aussi de penser évidemment à Twin Peaks, qui peut-être rejoint beaucoup plus ta définition sur le décodage potentiel de l'œuvre. Ouais. Alors moi, je resterai plus sur X-Files quand même, Oui. parce que je trouve qu'X-Files... plus emblématique de la fin du siècle, quoi. Bah non, mais en fait, mais vraiment en scène
l'univers des codes, par exemple, les hangars dans lesquels on stocke des fœtus Ouais, d'accord. d'extraterrestres qui renvoient un peu Ouais, à Adam dans Evangelion, etc. Je trouve qu'il y a des jeux de réponse, même esthétiques, d'accord. ou de mise en scène, plus qu'avec Twin Peaks, qui, pour moi, glisse plus dans le fantastique Oui. que dans la science-fiction, quoi. D'accord, quand même tu restes attaché et je comprends tout à fait, même après ton argumentation, à la logique aussi des indices et du jeu de piste. D'accord, très Voilà. bien. Yannick, tu souhaitais réagir à ça? Moi, je reviendrai un peu sur Twin Peaks en disant que justement, d'ailleurs, on avait fait figurer Twin Peaks dans notre appel à communication. Donc, Twin Peaks est est une série intéressante dans la comparaison, hein, à deux niveaux. Tout d'abord, du point de vue effectivement de la généricité. Pourquoi on avait fait ce lien avec Evangelion? C'est parce qu'il y a une subversion des codes, enfin des codes d'un genre. Là où Evangelion, c'est une subversion des codes du roboto-anime. Dans Twin Peaks, justement, ce qu'on avait marqué, il y a une subversion on va dire, du thriller, enfin, on va dire de la série policière et en même temps du soap opéra, puisque c'est un mix des deux, mais c'est également de l'horrifique, ça nous amène vers d'autres sentiers. Et à un autre niveau, c'est peut-être également du point de vue de la mythologie, puisque en fait, je crois que on a retrouvé en fait dans l'internet, on va dire dans les débuts d'internet, dans les débuts des forums, l'emploi du mot mythologie. En fait, apparemment, ça daterait justement des premières discussions, enfin des discussions sur la série Twin Peaks. Donc c'est intéressant de voir que ce terme qu'on a forgé pour caractériser en fait des univers fictionnels et puis des redondances comme ça, des redondances fictionnelles. C'est intéressant de voir qu'il y a peut-être une sorte de petite origine Hmm. en tout cas du point de vue de la réception, du côté des fans, sur l'Internet et sur une série comme Twin Peaks. Hmm. D'ailleurs, une petite précision, encore une fois, pour ceux qui sont pas versés dans l'étude des séries télé, mais c'est plus évident pour ceux qui l'ont vécu dans les années 90, troisième OK Boomer de la soirée, c'est l'idée qu'on parlait d'épisodes mythologiques à partir, alors je sais pas si ça a été nommé concernant Twin Peaks, mais en tout cas, avec X-Files, ça a été Avec complètement X-Files, consommé. C'est-à-dire ouais, qu'il y avait tout à les fait. épisodes entre guillemets standalone, qui était souvent un cas, une étude d'un cas paranormal, et les épisodes mythologiques, comme le disait très bien Karim, qui font avancer le complot par des petites pistes, soit des personnages emblématiques, on se souvient tous de l'homme à la cigarette, ou effectivement des indices donnant à faire avancer ou à démystifier le complot. Donc là-dessus, c'est très intéressant, et je rebondis encore sur ce point-là, sur cette dimension effectivement de démystification. Qu'est-ce qui a fait aussi le succès d'Evangelion? C'est que d'une certaine manière, et ça se voit très très bien dans les quatre axes de votre journée d'études et de votre futur livre, et je continue de toucher du bois pour la publication, c'est d'une certaine façon qu'on a des va-et-vient entre de quelle mythologie on parle, de quelle divinité on parle, est-ce qu'on parle, si on a envie d'aller verser dans la philosophie, est-ce qu'on parle d'une divinité à la Spinoza, où tout individu peut être Dieu, est-ce qu'on parle d'une espèce de personnage comme ça géant, est-ce qu'on est dans une référence à la pop culture, toi Karim qui évoque la figure du kaiju, effectivement cette créature, est-ce que c'est elle qui est censée nous dominer, ou est-ce que... Voilà, d'ailleurs tu as beaucoup insisté sur les enjeux de perspective, toi, dans ta recherche sur spécifiquement ton écrit dans l'ouvrage. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, je me suis pas focalisé justement sur cet entremêlement que je trouve vraiment compliqué, hein, de références. Enfin, c'est un puissant fin, hein. Je veux dire, Hmm. quand on travaille avec Yannick dessus, là justement, on travaille sur les anges. C'est c'est presque une fausse piste, quoi. Enfin, parce que sinon, enfin, on finira jamais. Donc moi, je m'étais plutôt focalisé sur la figure du géant, hein, du robot géant,
et du monstre, parce que je donne un cours là-dessus aussi, donc du Oui. coup, ça m'a permis d'avancer sur d'autres choses, et de voir aussi comment Evangelion transforme la figure du robot géant, quoi. Après, il y a enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi d'appréhender ça sous un angle un peu cinématographique, en termes de cadrage, et puis du coup, que signifiaient ces cadrages, notamment du rapport d'échelle entre des humains et des choses plus grandes que soi. Donc voilà, ouais, c'est plutôt là-dessus que j'ai travaillé dans un premier temps, ce qui m'a amené à réfléchir dans un second temps, à revenir un peu sur cette dimension un peu conspirationniste, et avec un thème qu'on n'avait pas trop abordé, qui est celui de l'utopie, en fait, Oui. qui est un enjeu assez important dans la science-fiction, et que finalement on retrouve dans la série, notamment avec le plan de complémentarité de l'homme, qui est un projet utopique, hein, de Mm. vivre ensemble, etc. Donc voilà, ça m'a permis d'avancer vers ce thème-là à travers la figure du robot géant, et notamment de l'EVA 01 en particulier. Voilà. Alors après, je me suis amusé à tracer un peu tous les jeux de référence, de design Oui. de la machine, hein, parce que le design même du robot est assez singulier, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est un anti-Gundam quelque part, c'est des formes très affinées, presque féminin. Il y a une corne, il y a des couleurs, on dirait un peu des baskets de streetwear. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble qui sont très intéressantes à décoder pour le coup dans Mm. le design de cette machine. Ouais. Mais ce qui est très intéressant quand même de ce que j'ai pu en lire en tant que privilégié, c'est que comme tu le rappelais avant, c'est pas le but de votre ouvrage et de votre propos aujourd'hui, c'est pas de se dire on va vous donner toutes les clés, toutes les refs listées, je dirais en mode, on va dire fanboy, mais au sens pas péjoratif, mais en tout cas sans la logique, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui en tant que chercheur, c'est mis dans un ensemble cohérent. C'est-à-dire les références sont là dans chacun des articles pour servir un propos et pas simplement le saviez-vous, telle référence esthétique renvoie à ceci ou cela. Mm. Il y a à chaque fois effectivement des renvois permanents. Il y en a un qui est assez connu d'ailleurs des fans comme des chercheurs, et les hasards sont pas si hasardeux que ça. C'est que Hideaki Anno, donc le responsable de la série, est également celui qui a réalisé la plus récente itération de l'univers de Godzilla. Donc il y a des cohérences d'un point de vue esthétique, d'un point de vue du discours évidemment, et il est pressenti aussi pour un autre personnage mythique du folklore pop qui est Ultraman. Mais dont il avait Oui. réalisé un court-métrage, enfin un de ses premiers Ah, d'accord. courts-métrages J'ignorais. est un court-métrage qui est assez étonnant, parce qu'il se met en scène en Ultraman. Donc non pas la personne qui se transforme en Ultraman, mais Ouais, le Ultraman géant, quoi. Donc c'est un peu un retour aux sources. d'accord. Oui, ouais, mais alors pour Godzilla, ce qui est intéressant, c'est que enfin, pour le coup, alors je vais aller dans l'anecdote, hein, parce que c'est Tant qu'à aussi faire. intéressant, tant qu'à faire, c'est qu'ils se sont énormément appuyés sur Evangelion pour faire la promo de Godzilla au Japon. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a eu une collaboration Godzilla Evangelion. On retrouve de la musique d'Evangelion dans Godzilla. Enfin, il y a vraiment énormément de signes qui ont été mis en place, euh, bizarrement, pour mettre en valeur Godzilla, qui est un monstre qui date d'avant, enfin, qui est antérieur à Evangelion, quoi. Donc, d'où l'importance, voilà, encore une fois, d'Evangelion en termes de phénomène culturel, puisqu'on va le convoquer pour vendre un film Godzilla qui est une figure iconique majeure de la culture japonaise, quand même, hein. Hmm. Donc, Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y avait un élément que vous souhaitiez poursuivre ou particulier, peut-être Yannick, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ou Ouais, pour l'instant, on est bien. Et ben, on va continuer avec un autre de vos axes. Bon, je pense que concernant l'impact, il est plus à repréciser à échelle du Japon. Peut-être s'intéresser en guise d'introduction, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on reprendra après, sur l'impact en France. Le contexte, pour le rappeler très brièvement, c'est que Evangelion arrive à une période assez faste. Il y a une voie qui a été faite par Canal+. Il fallait
retenir une entité, ou Dionnet pour retenir un nom parmi d'autres évidemment, hein. Des revues comme Animeland qui était défricheur avec un rédac chef comme Yvan West-Laurence depuis un paquet d'années, qui avait commencé à la limite du fanzina pour finir sur voilà, une revue entre guillemets qui se respecte, hein. J'ironise un peu, hein, parce qu'il y a toujours tout ce rapport à la culture underground qui est toujours mauvais genre par aspect. Et donc il arrive plutôt dans une période faste, à côté d'autres mastodontes pas très lointainement, comme Cowboy Bebop par exemple, que même si beaucoup de monde, sans forcément l'avoir vu, connaît. Donc est-ce que vous vouliez dire un mot peut-être sur le contexte d'arrivée? On est dans quelque chose... Télérama commence doucement à se dire que finalement l'animation japonaise c'est pas tant le diable que ça, et à donner des lettres de noblesse aux films des studios Ghibli. Enfin voilà, peut-être recontextualiser là-dessus, sur l'arrivée, l'impact, sans mauvais jeu de mots, d'Evangelion en France. Yannick peut-être. Euh, alors, moi, ça va verser dans l'anecdote, hein, puisque moi, tout ce qui est généralement conditions de production, de création, on va y revenir pour l'univers, parce que conditions de création, quand on s'intéresse aux univers fictionnels, à la canonicité, etc., on est obligé évidemment, de passer par là. Mais conditions de réception, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, en fait. Ah ok, Mais très bien. ce qui, j'ai vu là dans les Inrocks très récemment, ça va peut-être pouvoir servir d'ouverture. Un article il me semble que c'est Goldberg qui a fait l'article, Jackie Goldberg. Bon, je me trompe peut-être. C'était lors de la sortie d'un des Rebuild of Evangelion, Mhm. où il mettait justement que Evangelion, c'était une pierre de touche fondamentale dans l'animation japonaise, que c'était un chef-d'œuvre, etc. Mhm. Euh, là, par contre, je vais m'y consacrer, parce que j'aimerais bien savoir la réception des magazines, enfin des revues comme Oui. les Inrock à l'époque, Mm. parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient fait autant D'éloges. d'éloges Mm. lors de la sortie de la série. Je ne sais même pas s'ils l'ont chroniqué. Donc, Mm. mais c'est à voir. Je ne vais pas Oui. je vais pas leur Voilà. jeter la pierre Ça. directement. Mais... C'est intéressant, avant de te laisser poursuivre, parce que c'est un truc qui est très alors, en vogue. C'est très central dans ce qu'on appelle les game studies actuellement, donc les études sciences du jeu et études du jeu vidéo, jeu de société. C'est l'étude en fait de la réception dans les revues spécialisées, et même les revues plus généralistes. Il y a tout un pan en ce moment dans le domaine de la recherche, et de manière très très globale peut-être des cultural studies, qui viennent étudier comme ça les réceptions de l'époque, et des discours là-dessus. Mais oui, oui, ce serait un bon axe. Je te laisse poursuivre, excuse-moi, par rapport à... Oh non, 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 moi, c'était juste par cette anecdote, je Mhm. voulais ouvrir peut-être sur les conditions de réception. Moi, je t'avoue que autrement, moi, je m'y connais pas trop sur la réception d'Evangelion en France. Je sais ce qui s'est fait autour de ça en termes on va dire, les différentes éditions, etc. VHS, version originale, sous-titrée, tout ça. Mais j'ai pas spécialement, moi, creusé la question des conditions de réception. Peut-être que Karim, toi, t'y es intéressé davantage, mais Non, pas vraiment. Mhm. Moi, je suis comme Yannick, je m'intéresse plutôt à un objet sous un angle esthétique Ouais. et j'oserais politique, quoi, c'est-à-dire que nous dit cette œuvre et sous quelle forme. Après, sur la réception française, bon, bah, moi, je n'ai que les souvenirs de l'époque, hein, c'est-à-dire que, comme toi, Mehdi, je pense, voilà, moi, j'avais acheté les cassettes Ouais. VHS qui étaient extrêmement bien éditées. Enfin, là, déjà, je trouve qu'en termes de réception, c'est un enjeu qui est hyper important, c'est un Mhm. signe, c'est-à-dire proposer la version originale sous-titrée, effectivement, les jaquettes qui étaient dépliantes avec énormément d'anecdotes, etc. Enfin, Mhm. il y avait un soin apporté très Par très Dynamic loin de la Vision. distribution AB Productions, quoi. C'est-à-dire, on Oui. coupe dans tous les sens et puis on fait des doublages foireux parce Mhm. qu'on s'en fout.
Donc, Encore aujourd'hui d'ailleurs, enfin ça s'est légèrement amélioré parce qu'ils ont compris que sinon plus personne ne suivait, mais c'est vrai qu'en termes de soins d'édition, AB reste assez souvent à la traîne et repose sur son hégémonie des séries phares qu'ils ont dans leur catalogue. hmm, Et puis, il y a aussi le fait qu'en 1997, quand la série arrive en France, bon, là, je vais essayer de faire un petit patchwork. Ça n'a pas de vertu scientifique, ce que je vais dire, mais disons qu'on ressort en fait de l'époque Dorothée, Mhm. puisque effectivement, Dorothée, ça prend fin, il me semble, en 1997, et qu'en 1990, bon, on était avec des séries évidemment en Japanimation, comme il y avait des choses comme Max et compagnie, Mhm. Seiya, donc ça c'était vraiment quelque chose, un défrichage de la part des chaînes publiques Mhm. et puis de TF1. Euh, à côté, il y avait peut-être un public un peu plus spécialisé, celui de Canal, auquel ceux qui n'avaient il y a- pas d'abonnement. Oui. à mon souvenir, il y avait aussi France 3 hein, qui avait une, semble, une case horaire pour diffuser des OAV notamment. Mhm. Je parle de mémoire, hein, mais j'avais les souvenirs de choses assez intéressantes qui sortaient en VHS quelques mois après. Mhm. Euh, il me semble que c'était France 3 hein, qui faisait ça. Enfin, faudrait que je vérifie parce que là, je parle vraiment de J'ai un très mémoire. vague doute, mais oui, oui, en tout cas, il y a eu pas mal de formats assez hybrides, un tout Ouais, petit peu à la et, transition avant ouais, Canal qui a vraiment été, on va dire, fer de lance, enfin chef de ouais, file ouais. plutôt, pardon. Et France 3 qui diffusait aussi tout début, enfin, qui était un truc assez audacieux quand même, qui diffusait 4 Size le dimanche à 18h, sur un créneau horaire qui n'est pas du tout habituel pour des dessins animés. Mhm. Il y a eu des tentatives de fait quand même assez intéressantes. Puis Oui. Canal+, qui effectivement avait une case horaire le soir, je crois, pour diffuser des OAV. Peut-être que je confonds France Non, non, 3 non, il y a et eu Canal+. des... Ouais, je crois que de part et d'autre, il y a eu des Les deux, ouais. initiatives. On nous Et, rappelle... Pardon, excuse-moi, je t'en prie, vas-y, ouais. vas-y. Et juste Evangelion qui du coup passe encrypté sur Canal+. Alors, il me semble que c'est le mercredi après-midi, il me semble, hein, mais en tout cas c'était l'après-midi, donc une diffusion télévisée quand même qui était produite. Hmm. On nous rappelle aussi la période de transition comme ce qui a été assuré par M6, un peu d'une certaine manière en intérim, entre guillemets, ou en placebo, c'est selon, du robinet, de l'énorme robinet TF1, Club Dorothée à l'époque, avec des œuvres comme Gundam Wing pour rester dans les mechas, on nous rappelle ça dans le chat, ou encore pour sortir du genre mecha, Card Captor Sakura, du studio Clamp, qui était diffusé également. Voilà. On confirme plus ou moins ce que tu disais dans le chat, hein, Karim, concernant voilà, D'accord, la case du super. mercredi, ainsi de suite. Est-ce que tu souhaitais, Yannick, ajouter des éléments sur l'ouverture ou c'était plus une perspective par rapport aux réceptions de l'époque de la série? Bah, dans notre ouvrage, nous, on va dire que on ne s'est pas spécialement penché sur. Bon, il y a des rappels évidemment, hein, mais on ne s'est pas spécialement penché sur la question de la réception française, hormis évidemment les discours les plus essentiels. Mhm. On s'est surtout focalisé en fait sur. On a des articles là-dessus d'ailleurs sur la réception japonaise plutôt en fait. C'est pour ça que voilà. Donc, Oui, avec une autrice elle-même, je crois, japonaise, Hmm. chercheur. Qui est une collègue à l'université en culture japonaise, oui, tout à fait. D'accord. Alors, je peux peut-être vous aiguiller. Alors, c'est toujours un petit peu un champ de mine parce que l'idée, c'est qu'on aura, comme je vous le disais en introduction, plusieurs épisodes à cette émission, donc de pas trop rogner sur les sujets on évoquera. Parler du genre SF et d'une certaine manière de ses prolongements, qui soient d'un point de vue du discours et philosophique ou même artistique. Je pense notamment à la catégorie postmoderne qui peut endosser ces deux champs-là, autant philosophique qu'artistique. Mais avant
tout, peut-être, quand on va considérer donc le genre science-fiction, on va pas faire un cours dédié parce qu'on n'aurait pas évidemment pas assez d'une émission, c'est qu'est-ce que ça couvre. Dans le cas d'Evangelion, ce qui est très intéressant, c'est que c'est incroyablement mixte parce qu'on a évidemment des canons d'un point de vue du progrès, je dirais, technologique. On a des réflexions sur des discours d'anticipation. On a des éléments qui sont, je trouve, d'une subtilité, d'une finesse assez rare et qui est toute japonaise. Alors c'est pas une espèce d'admiration vraiment très bas du front. Je vais donner un exemple tout bête. Le rapport à l'écologie, en général dans les créations japonaises est très fort et très marqué dans les animés, les mangas et au-delà. Mais ici, il devient un élément central. Je vais donner un exemple d'un épisode, alors je ne me souviens pas du numéro de l'épisode, mais vous m'aiderez, parmi les premiers, où pour abattre ces fameux ennemis qui sont les anges, l'EVA 01 doit contrôler un canon qui, sa charge se fait en utilisant l'intégralité du système électrique du... Alors je sais plus si c'est Tokyo ou du Japon entier. Non, du Je crois Japon, que c'est ouais, du du Japon. Japon. On le revoit Du très bien Japon. dans Rebuild, parce que l'image me revient. On a une vue qu'on n'a pas dans la série initiale. On a une vue de l'espace qui nous montre que le Japon s'éteint littéralement pour que Shinji puisse tirer et abattre Donc c'est quand même fabuleux. Si on rajoute à ça les successions, je ne vais même pas aller sur le traumatisme nucléaire, je vais simplement aller sur les traumatismes dus aux catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'il y a une analyse que tu fais, Karim, dans le gigantisme, où finalement la ville devient un terrain de jeu. Il y a un épisode qui devient un 110 mètres haie pour les EVA, pour atteindre les ennemis, et c'est quand même extrêmement troublant. Alors si on n'est pas sensible, on voit ça que du côté grand spectacle, mais si on est un minimum sensible au Japon sans être spécialiste, on sait que c'est un pays qui est régulièrement secoué par les tremblements de terre, qui a une logique politique et environnementale clairement focalisée là-dessus. Et là, on se retrouve avec une espèce d'exutoire presque de discours sous le registre du divertissement, avec cet Eva qui vient comme ça se balader et courir. Alors les villes sont évidemment évacuées et les peuplades, enfin la population, et en général à chaque attaque des anges, ça c'est intéressant à préciser, réfugiés sous terre dans des espèces de bunkers, mais c'est voilà, c'est fascinant autant d'un point de vue esthétique que politique sur le rapport à la SF Ouais, moi, sur le rapport à la ville, et à la ville, oui. quand j'ai vu la série la première fois, je me suis demandé, mais en fait, qui habite cette ville encore? Parce qu'elle C'est a ça. elle a l'air complètement déserte, en Mm. fait. Donc, il reste quelques étudiants, enfin, quelques lycéens en classe, enfin, dont on comprend pourquoi ils restent au fil de la série, mais Mm. l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'habitants dans la ville, enfin, des Ouais. villes pour qui, voilà. Et ce qui, moi, m'a vraiment marqué, alors, notamment dans les films, les nouveaux films qui sont sortis, et puis aussi 2 courts-métrages qui ont été mis en ligne par le studio Kara. Ils ont fait une sorte de festival en ligne de courts-métrages. Il y a 2 courts-métrages dédiés à l'univers d'Evangelion. Oui. C'est une terre sans rien. Enfin, il y a notamment un des courts-métrages où il y a une sorte d'Eva qui se réveille Mm. et il y a plus qu'un océan rouge et puis une sorte d'îlot avec quelques immeubles délabrés, mais on a l'impression qu'on est vraiment dans l'après, quoi. Enfin, Ouais. dans le post-apocalypse au sens vraiment non américain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à sauver, quoi. Il y a plus de Mm. reconstruction possible. Et ça, je trouve que c'est un des éléments singuliers de la série, quoi. Parce que je repensais beaucoup à Akira qui. Bon, quand on lit la BD, on se rend compte que le film ne raconte que la première partie, grosso modo. Et donc, il y a toute la moitié du manga qui se déroule dans l'après, quoi. Ouais. C'est-à-dire faire avec les ruines. Mm. Après Comment le on fait drame, oui, avec c'est les ça, ruines. c'est ça. D'ailleurs, Et là, ouais. on est un peu sur le même thématique, quoi, sauf qu'il y a vraiment pratiquement plus Oui. de réparation possible, parce qu'il n'y a plus rien à réparer, il n'y a plus d'habitants, la mer semble plus du tout utilisable. Enfin, il n'y a Mm. plus de poissons dans une mer complète. Enfin, je sais pas, c'est très étrange Oui. ce décor. Voilà. Fantomatique, très Ouais, particulier. Les villes fantomatique, mais sont poussé toujours à vides. l'extrême, hein. Ouais, ouais, ouais. Et dans le troisième film, il y a un plan très étrange. On a disserté un peu avec Yannick là-dessus, hein, de vue du ciel, du paysage, et on voit que la terre est rouge.
et il y a une sorte de tranchée comme ça qui ressemble à une mâchoire, proto-mâchoire en construction, une sorte d'œil aussi, donc on ne sait pas si la Terre se transforme en quelque chose. Enfin, c'est très très énigmatique ce devenir écologique, quoi. C'est-à-dire Ouais. comment se transforme l'écosystème sans l'humain aussi, peut-être, je sais pas. T'as souligné un point sur lequel on reviendra sur une des prochaines émissions, c'est la dimension organique, entre autres choses. Juste un détail avant de laisser la parole à Yannick, si tu souhaites réagir à ça. Moi, j'avais une hypothèse toute bête, hein, mais c'est la dimension fantomatique, c'est quelque chose, si on est un minimum sensible à l'urbanisme japonais, et c'est lié à ce que je disais juste avant, c'est un pays où on construit très vite et en permanence. On reconstruit même d'ailleurs, pour être précis. Évidemment du fait des catastrophes naturelles et parce qu'il faut être aux normes en permanence en lien à ces fameuses catastrophes naturelles. Et il y a un autre élément aussi qui est Et que... un manque de place aussi. Et un manque de place, tout à Un fait. manque de place sur l'archipel. Ouais. Tout à fait. Et il y a un autre point qui est très intéressant, qui est que les quartiers fantomatiques, c'est pas quelque chose au Japon de si étonnant que ça. Alors c'est vrai que si on est uniquement sur le bout de la lorgnette et qu'on pense à Tokyo, Kyoto, Osaka, évidemment, mais même en allant dans des banlieues de Tokyo ou des choses comme ça, vous allez pouvoir trouver des lieux qui sont des espèces de no man's land, et c'est fréquent, hein, il y a beaucoup de lieux comme ça. J'ai un ami artiste qui a beaucoup interrogé ça, qui vit, je crois c'est Takasaki, l'endroit où il vit, et où il y a des espèces, soit c'est des naufrages, argent public gaspillé, et qui n'ont servi à rien, qui ont été laissés à l'abandon, soit ce sont des quartiers qui ont successivement fait faillite et qui sont vides, quoi, qui donnent l'impression un peu maison hantée de parc d'attractions, quoi. J'ai pas vu la série, mais un peu Westworldien, limite sur les bords. Yannick, peut-être sur le côté SF ou ce qu'on a pu dire avant ça, tu souhaitais réagir? Bah, peut-être sur le côté, sur deux choses, ouais, Oui. sur la ville, déjà, dans un premier temps, c'est effectivement, il y a la dimension de la reconstruction. D'ailleurs, bon, rebuilt, hein, Au hasard? bon, ça, c'est pour le clin d'œil, mais et effectivement, à chaque passage d'ange, la ville est de plus en plus détruite. Et souvent, l'épisode suivant, on se demande, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment passé par là? Ouais. Donc ça, c'était la première chose. Et sur évidemment les différents aspects de la ville, donc à la fois une ville, moi c'est l'une des choses qui m'intéresse, je vais faire quelque chose là-dessus dans l'ouvrage, c'est sur la ville de Tokyo 3, c'est-à-dire à la fois une ville forteresse, une ville qui se rétracte dans le sol, c'est une ville qui est une ville ruine, il y a plein de choses en fait. Donc je voudrais en fait rebondir sur la première chose que tu as donnée, c'était le enfin le véritable tir de sniper que fait, Oui. je crois que c'est l'EVA 02. C'est Non, C'est c'est le la une, premier. ouais, protégée par l'EVA C'est le 0 00. qui protège, ouais. Ouais. Donc, en fait, avec toute l'énergie du Japon qui arrive là, c'est quelque chose qu'on a vu en tant que motif, qu'on voit réapparaître, par exemple, mine de rien, par exemple, dans Final Fantasy VII, avec justement le canon de Junon Oui, qu'on de la place Shinra, dans tout le à fait. hangar. Et ce canon-là, qui servira à abattre l'arme diamant, donc une sorte d'ange aussi, en fait, hein, et à percer le bouclier de Sephiroth, en fait, il y a une formidable image d'ailleurs, enfin une superbe séquence comme ça, où tous les réacteurs Mako s'arrêtent justement, qui produisent de l'énergie pour la ville, et l'énergie s'engouffre dans le canon justement pour tirer. Alors, en cela, FF7, c'est aussi, d'ailleurs, il y a plein de choses qui rappellent Evangelion de manière très explicite, hein, Oui. dans le jeu. C'est un jeu vidéo de l'après Evangelion, même Mm. si bon, ça a commencé avant en termes de production, etc. Mais en termes créatifs, c'est un jeu de l'après. Mm.
Donc Final Fantasy VII, hein, je vais pas, enfin quand je dis j'insulte pas l'intelligence de nos auditeurs, même ils sont peut-être pas tous versés dans la pop culture de manière très large, mais un jeu assez emblématique du succès de Squaresoft, donc une boîte de jeux de rôle qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Square Enix et qui a été en grande partie aidé au succès de la PlayStation 1, donc toute première du nom. Et puis surtout, moi je repérais autre chose. Là, tu parlais de l'après Evangelion. Moi, je penserais à l'avant Evangelion en restant dans les animés. Et encore une fois, je vais renvoyer la balle littéralement. Tu vas comprendre, Karim. La figure du Genki Dama. La figure du Genki Dama dans Dragon Ball qui est j'en appelle à l'énergie de tous mes semblables. Sauf que ce qui est très intéressant, Karim, tu le rappelais toi dans ta logique, en tout cas ton objectif de chercheur, c'est interroger l'esthétique, la dimension artistique et la politique. Dragon Ball, il y a un côté très interchangeable, c'est-à-dire c'est très grand spectacle, on prend l'énergie et puis on se soucie pas plus que ça. D'ailleurs, les planètes explosent sans aucun souci. On refait, on sort les boules de cristal et puis en avant Guingamp, quoi. Evangelion, on est vraiment dans une réelle, même si elle est très perturbante, comme tu nous le rappelais avant, bah, comment ça se fait que tout a été secoué, qu'est-ce qui reste encore de la ville, alors que comment ça se fait? Enfin, c'est quoi? C'est des décors de cinéma? Est-ce qu'on est... Mais il y a quand même en permanence une considération de l'espace qui est détruit, de l'urbanisme qui part en lambeaux, euh, d'une forme aussi d'empathie pour les gens qui perdent leur maison. Alors ça nous est rappelé de manière très impressionniste. On a par exemple Shinji entouré par une pléiade de personnes, dont d'autres conducteurs de l'EVA. On l'a pas rappelé au début. On a le personnage d'Asuka qui le rejoint un peu plus tard. Initialement le personnage de Rei Ayanami qui pilote l'EVA 00. Asuka donc c'est l'EVA 02. Et on a un personnage qui n'est pas, entre guillemets, qui n'est pas initialement pilote, qui est Toji, et qui rappelle cette réalité du dommage collatéral en disant ma sœur a été blessée. C'est sa manière d'entrer en relation humaine avec Shinji d'ailleurs. Ouais, alors sur la question de l'énergie, moi c'est le point d'entrée d'un autre projet d'ouvrage que j'ai en tête là, justement par rapport au cours que je développe, parce Ah, ok. que il me semble qu'il y a enfin, pour l'instant, je suis en train de construire ça avec le cours, hein, mais c'est un peu l'élément central pour moi d'un projet de bouquin qui convoquerait la notion d'énergie avec celle des figures de destruction que sont le kaiju, le robot géant et l'adolescent ou adolescente. Voilà, je trouve qu'il y a trois figures là, tête de gondole comme ça, à travers le prisme du rayon lumineux et de l'énergie qui traverse énormément de fiction d'après-guerre, enfin d'après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc c'est un motif qu'on retrouve effectivement assez souvent, de manière qui peut être assez positif effectivement. Alors, c'est un rayon qui peut être destructeur, mais aussi salvateur. Une sorte d'énergie positive comme ça qui reconfigure le monde. Et je trouve que dans Evangelion, alors cet épisode-là qui est assez iconique là-dessus, mais il y a surtout le film The End of Evangelion, donc qui rejoue les deux derniers épisodes, où là on voit vraiment l'explosion d'une potentialité d'un individu et qui est représenté par la forme énergétique du flux lumineux, quoi. C'est au cœur de l'individu et de l'adolescent, il y a cette potentialité à la fois de destruction, mais aussi de proposition, de reconstruction, enfin d'alternative en tout cas, qu'elle soit positive ou négative, enfin peu importe, mais je crois que c'est un moteur, un motif en tout cas central dans la fiction japonaise contemporaine, quoi. Oui, oui, tu parlais Manga, de... animé, film, etc. Oui, Aux jeux vidéo aussi. Alors ça, c'est voilà, c'est une hypothèse sur laquelle je commence à travailler, donc je ne sais pas où ça va m'emmener, si ça va être vérifié ou pas, mais j'ai vraiment, je trouve que c'est vraiment central dans la compréhension des fictions japonaises contemporaines. Oui. Euh, Surtout voilà. qu'esthétiquement, ça peut s'exprimer de plein de manières, quoi. Le dôme, tu parlais d'Akira, le dôme Alors il y a le initial dôme qui d'Akira, ouais. renvoie effectivement à l'explosion atomique.
pareil, hein, le Genki Dama ou les explosions de Dragon Ball, j'en passe. Mais écoute, laissons et réjouissons-nous peut-être dans quelques années d'avoir peut-être de te réinviter à cette occasion-là. Donc on a parlé je dirais de votre deuxième axe autour de la SF. Peut-être très très brièvement, parce que ce sera un intitulé dédié d'un des épisodes avec Yannick, un mot peut-être très succinct pour donner envie aux chalands de revenir pour on verra le deuxième ou troisième impact. Peut-être que troisième ce serait le mieux choisi, j'ai envie de dire, si on parle d'eschatologie d'une certaine manière. Est-ce que tu pourrais nous en dire très vaguement quelque chose de ce discours eschatologique, de discours de fin du monde dans Evangelion? Je pensais que tu allais sur la sérialité, mais effectivement On y arrive. sur l'eschatologie d'Evangelion, en fait toute la série quasiment en tant que série post-apocalyptique peut être vue comme une série eschatologique. En fait, Evangelion, comme on disait tout à l'heure, et de plus en plus, en fait, avec les rebuilds, les remakes, les longues reconstructions, le fait de refaire, il y a même un renewal of Evangelion, donc ça c'était pour l'une des éditions, c'est toujours le fait de comment on va refaire la fin, comment on se rapproche de la fin sans jamais y arriver, et quand on y arrive, il faut tout recommencer. Par exemple, et là, en fait, les rebuilds sont en train vraiment de le mettre en scène, si je puis dire, puisque il y a cette idée de presque fin avec justement dans le deuxième épisode, le Near Third Impact, c'est-à-dire le presque troisième impact, à la suite duquel il y a une presque fin du monde. Et justement, qu'est-ce qu'il y a après cette presque fin du monde? Eh ben, on se dirige avec le troisième épisode vers quelque chose qui sera encore plus apocalyptique. Mais qu'est-ce que c'est que le encore plus apocalyptique à la fin dans The End of Evangelion, c'était Shinji et Asuka était-ce vraiment elle Oui, c'est ça. sur la plage. D'ailleurs, ça rejouait un peu Devilman Crybaby. Et en fait. Avec Devilman tout court, même. Hein. Comment? Devilman tout court. Devilman Crybaby, c'était la version Netflix. Ouais, oui. Netflix. Qui sera peut-être la plus parlante, parce que l'original n'est pas forcément. Ouais. Pardon, oui, excuse-moi, voilà. Yannick. Non, j'avais presque terminé. C'était pour dire que, en fait, cette fin est assez problématique, puisqu'il y a énormément de fins. Il y a la fin de l'animé, il y a la fin de The End of Evangelion, il y a la fin du manga. Donc, évidemment, c'est pas Anno, mais c'est une fin qui apporte autre chose. On y reviendra peut-être sur le transmédia, puisque là, on reste sur la série animée. Et puis, il va y avoir, là, on s'éloigne aussi de la série animée, mais dans les rebuilds, on est autre part encore. On est dans un autre univers. Donc là, on ne parle pas univers, mais je ne veux pas trop avancer sur ton programme. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une série de la fin, c'est bien Evangelion. Ouais, puis une fin qui n'arrive jamais à arriver, parce que même le quatrième film, bon là il a été reporté pour des raisons de confinement, mais encore une fois, ironie du sort. Entre le troisième film et le quatrième, il y a eu 7 ans, alors que le rythme c'était 2 ans, 4 ans, et là 7 ans pour finir le truc, quoi. Enfin, moi, je pensais que le quatrième film n'allait jamais sortir. Et quelque part, je trouvais une idée stimulante de terminer sur ce plan où on voit les 3 ados qui partent vers le fond de l'image et d'avoir cette fin en suspens, en fait. Parce qu'effectivement, je crois que, comme le pointe Yannick, le rapport à la question de finir dans Evangelion est central, en fait. Et qu'il faudrait peut-être que ce soit jamais fini, en fait, comme récit. Oui, c'est une allégorie à bien des niveaux, ouais, la non-fin, entre guillemets. Mais pas dans un fantasme de fanboy, c'est ça qui est intéressant. Vraiment, comme une raison d'être en tant que telle. Excuse-moi. Alors, et en plus, je suis pas sûr de très bien comprendre, parce que j'ai vu un des nouveaux posters, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, hein, où il y avait cette mention Thrice Upon a Time, donc
il était 3 fois. Donc je me dis: «Est-ce qu'il va nous relancer un 3e cycle?» Enfin moi je serais preneur, hein, voilà. Voilà, on ne sait pas du tout, hein, effectivement, je crois que là, c'est un enjeu vraiment, central de cette série, quoi. Mm. On verra en tout cas clairement sur un épisode dédié qui va pas mal te mobiliser, même si évidemment Yannick sera avec nous, et inversement sur l'épisode comment dire, que pilotera particulièrement Yannick à son tour. Peut-être on va pouvoir terminer. Vous avez lâché quelques mots déjà, hein, la dimension de sérialité, on l'a un peu évoqué, la dimension de genre finalement difficile pour pas dire impossible à poser. Est-ce qu'on est en présence d'un shonen? Est-ce qu'on est en présence d'un seinen pour adultes? Yannick, tu m'as parlé d'un autre sous-genre aussi de manga dont j'ai déjà oublié le nom il y a Oui, quelques instants, qui se concentre beaucoup sur les relations, on va dire, union couple de personnages. oui, on appelle ça le Seikaiken. Le Seikaiken qui est en fait, on disait que Evangelion est en quelque sorte, enfin certains ont employé l'expression, oui, le père ou le grand-père de ce genre, en fait, qui met souvent, enfin qui doit mettre en, en scène en fait un couple. Enfin, c'est assez nébuleux, hein, mais un couple qui est en fait surmonté par un contexte global d'apocalypse, en Hmm. fait, ou de grandes perturbations gouvernementales ou planétaires. Ouais, Voilà. là, on est en plein dedans, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en tout cas, tu as aussi lâché un autre mot, mais je pense qu'on prendra vraiment le temps et ne pas amener ça sur la conclusion de manière un peu à l'emporte-pièce. Tout ce qui va être logique de transmédialité, hein. On évoquait très brièvement le fait qu'il y a aussi des acceptations de conclusions, de fins dans des jeux vidéo. Je ne parle même pas sans les fins des versions si alternatives des différents jeux de la Saturne à nos jours, qui proposent ils vont eux aussi de leur version, avec un focus très ce qu'on appelle dorama. Donc les doramas, ce sont les versions effectivement parfois exclusivement audio, hein. Il faut savoir qu'au Japon, il y a ce qu'on appelle inconcevable chez nous, hein, des ventes de CD dorama qui sont uniquement des prolongements d'univers de fiction animée, manga, jeux vidéo, compilés avec les voix des seiyuu, qui sont ce qu'on appelle les doubleurs d'animé, qui est vraiment un truc, une institution au Japon aussi. C'est un CD dans lequel vous avez les personnages de la série qui vont parler, voilà, entrecoupés de quelques petites musiques ou quelques effets sonores. Donc voilà, évidemment, là, ça devient très vite vertigineux, et la question de la fin en soi ne se pose pas. Juste avant de vous laisser le mot de la fin à ce sujet-là, évidemment, dans le chat, on Ouais, a je voudrais juste réagi. rajouter un Je tout t'en petit truc prie. sur la fin, Ouais. qui est aussi, la scène amateur japonaise, Les doujins, oui, bien qui sûr. voilà, parce que, il y a vraiment, enfin, je me suis procuré quelques exemplaires justement de doujinshi qui racontent l'après, The End of Evangelion, donc notamment le rapport, enfin la relation entre Asuka et Shinji dans cet après, dans ce non-décor, en fait, et il y en a pas mal, quoi. Donc Hmm. il y a un rapport qui est assez intéressant, qu'on n'a pas du tout en France, malheureusement, aux pratiques amateurs comme ça, où il y a un Oui. laisser-faire par rapport Ah aux oui, licences, c'est certain. Et, hmm, et qui est très stimulant, en fait. hmm. Voilà, et je pense qu'il faudrait aussi aborder ce truc-là Oui, t'en fais pas. aussi. Tu m'as même rappelé un autre genre de manga que j'ai failli oublier si tu ne l'avais pas fait, qui est le genre yaoi, donc qui sont ces aventures effectivement homo-érotiques, dans lequel effectivement Evangelion se Mm. nourrissait dans le couple Shinji Kaworu. Mm. Ironiquement, tu parlais de dimensions sulfureuses sur des sujets beaucoup moins entre guillemets sulfureux que celui-ci, en tout cas pour qui trouverait ce genre de sujet mauvais genre avec d'énormes guillemets. Il faut savoir que Netflix s'est un peu fait tomber dessus pour avoir un petit peu trop librement sous-titré les références justement homo-érotiques dans la série, qui est disponible dans leur catalogue, entre Shinji et Kaworu, pour avoir un peu édulcoré Mm. la chose. Donc on voit qu'effectivement il y a plein d'embranchements possibles dans une œuvre de cette richesse-là. Donc je disais, pour terminer avec le chat, avant de vous laisser
passer le dernier mot. On soulignait évidemment, je m'y attendais, un des habitués et qui fait partie de l'équipe d'As Podcast, donc Jérôme qui parle de Devilman en parlant de la série originelle et pas que le Crybaby. Il résumait assez bien, je trouve, sur ce que vous disiez sur la fin, au point que la fin qu'on n'oublie jamais, c'est toujours l'original. Voilà. Je trouve que Oui, c'est pas mal, c'est oui. le fameux Omedeto, donc félicitations Shinji, Ouais, oui. c'est vrai que c'est celui qui revient. Voilà, je vous laisse, messieurs, lourde tâche comme introduire les derniers mots, si vous souhaitiez, sachant que, après je repréciserai que ce n'est que le premier épisode d'une série d'au moins 3 au total, sur lequel on continuera d'évoquer Evangelion. L'un ou l'autre, Yannick, Karim. Je laisse la place C'est encore relégué. Écoute, à Karim, l'ancêtre, on à te l'aîné. laisse. Ouais, l'aîné doit finir. Hein. Il doit pas finir. Vous en profitez-en parce que pour faire vivre l'ambiance du live jusqu'au bout, on a une arrivée, un raid qui est tombé sur le chat, comme ça vous aurez les vécus du réel avec des références très marquées à Sonic apparemment. Donc on salue au niveau du chat. Donc Karim, on t'écoute pour la conclusion sur Evangelion. Oula, conclure, justement, on disait que c'était impossible de conclure dessus. Oui, Donc, enfin de cette première émission. Allez, on va oui, faire de cette plus première simple. émission, je trouve que c'est une série qui, alors, on en parlait hors émission. Ouais. C'était cette idée aussi que bon, quand on travaille sur un objet, on peut lui conférer une dimension un peu totémique. Hein, Ouais. donc voilà, moi, c'est une œuvre avec laquelle personnellement j'ai grandi et qui voilà, m'a montré des possibilités de narration que j'imaginais pas trop avant, donc ça m'a marqué, etc. Mais après, je peux comprendre qu'il y ait Des gens des qui débats. soient. On en a eu, Ouais. Mehdi notamment. Oui, oui. Voilà, On y viendra, t'en fais pas. sur d'autres variations, mais je trouve quand même que c'est voilà, on parle par exemple du super robot et puis du réel robot. Bah, je trouve que Ouais. Evangelion s'inscrit dans une nouvelle convention ou typologie, en tout cas en termes de très récit clairement. de robots géants, Ouais. Notamment avec un rapport beaucoup plus émotionnel, hein, plus sauvage, on va dire, dans ces figures qui sont des figures. Enfin, le robot géant est une figure totémique japonaise. Hein, c'est le symbole de la modernité, de l'industrialisation, etc. Et puis, ça se reconfigure ici en monstre potentiellement démoniaque, quoi, et destructeur. Donc, il y a quand même un regard sur on va dire sociopolitique comme ça, sur les figures canoniques du Japon qui sont transformées, remodelées, reconfigurées, etc., et qui a amené une nouvelle façon d'aborder ce genre. Je trouve aussi, mais alors là, ça a vérifié, mais ça, moi j'avais enchaîné un triptyque comme ça. Il y a eu Evangelion, ensuite il y a eu Paranoia Agent, et puis Serial Experiment Lane. Je pensais à la même chose, c'est fou, ouais. Voilà, Ouais, le final de Paranoia Agent. Ouais, un sorte de triptyque comme ça, très très non conventionnel, vraiment audacieux, quitte à s'en mordre les doigts, notamment pour mais il y a quelque chose un peu de l'œuvre malade. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, je trouve que c'est les œuvres un peu malades, un peu cassées. C'est pour ça que je suis assez d'accord sur l'appréciation des derniers épisodes de la personne qui a commenté dans le chat, parce que je trouve que ça fait partie de l'expérience, quoi. Et c'est un peu la beauté aussi de la série, de se terminer de manière un peu fissurée comme ça. Oui, et je sais clairement. que Yannick a une autre œuvre de cœur qui est un peu sur la même configuration avec le jeu Xenogears. Ça, on y est. on aura un temps. Voilà, soyez dans les parages pour les fans de Sonic, probablement fans de jeux vidéo aussi qui sont là. Tout viendra en temps voulu. Moi, je rebondis, peut-être petite précaution, si vous êtes séduit par la proposition de Karim comme de Yannick, le triptyque qui vient de vous conseiller, peut-être, si vous n'êtes pas en super forme morale, peut-être plus tard. Mais en tout cas, blague à part, au-delà de la précaution verbale, oui, extrêmement
extrêmement cohérent ce triptyque que tu proposes. Et d'ailleurs, j'ai pas souligné que d'un point de vue esthétique, Evangelion a beaucoup de résonance avec. Alors, c'est un motif qu'on retrouve énormément dans les animés japonais, mais je repense à Lane et je repense aussi à Ghost in the Shell avec je parlais du tir du canon qui prend toute l'énergie du Japon. C'est ce fameux réseau effectivement de fils, ce réseau électrique qui est si emblématique effectivement des animés japonais et même du Japon lui-même, hein, parce que c'est une réalité. Oui, tout à fait, vous ouais. prenez un train au Japon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir en regardant par la fenêtre. Voilà. Yannick, peut-être, parce que il faut bien. Pour finir, peut-être revenir justement sur quelque chose sur lequel il te semble peut-être qu'on avait botté en touche, mais c'est on va dire la dimension interprétative et la dimension herméneutique d'Evangelion. En fait, je pense que tu as compris tout au long de cette première heure et demie que nous, on a voulu aborder Evangelion peut-être avant tout par d'autres aspects, dire que par exemple du point de vue narratif, du point de vue plastique, du point de vue etc., etc., il y a quantité de manières d'aborder Evangelion qui font la richesse de cette série et pas seulement en fait on va dire cette pluralité de références théologiques, etc., qui pour certains sont un gloubi-boulga. Bon, on peut pas leur en vouloir. Hein. Donc, effectivement, c'était pour dire que c'est pas pour botter en touche, mais c'est surtout pour souligner d'autres aspects de Bien sûr. la série. Moi, moi, tu prêches un converti en concluant comme ça, parce que je vous suis aussi, c'est l'instant Michel Drucker, très redevable dans le sens où et c'est l'initiative de la plupart des podcasts, donc sur Death Podcast, c'est de se replonger dans les œuvres, et surtout, alors là, c'est pas du tout une dimension réac, parce que ça existait aussi il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, on est dans une telle dimension massive de propositions, d'œuvres de qualité toutes grandissantes, hein, parce qu'on a des outils de narration qui sont de plus en plus maîtrisés, des démocratisations de matériel technique qui permettent des choses fabuleuses, et surtout de revenir, et moi par exemple, le fameux troll auquel fait référence Karim, c'est que moi j'appelle la fin d'Evangelion, la série donc de 26 épisodes, la fin Crayola, parce qu'il y avait effectivement manque de budget, etc. Mais je suis évidemment, je suis réceptif au fait qu'il y a une volonté aussi esthétique et qu'il y a des directions. Mais c'est aussi le fait qu'on reste très limité en tant qu'être humain et que projet de complémentarité oblige par émission interposée, on arrive à avoir un propos plus riche et plus intéressant. Messieurs, merci beaucoup après ce gros laïus autour d'Evangelion. Ce n'est pas un au revoir parce que je l'ai suffisamment rabâché. C'est la première d'une série d'au moins 2 autres émissions à venir avec Karim et Yannick. Je précise aussi, réjouissez-vous que ce ne sera pas la seule émission de Death Podcast sur laquelle on parlera d'Evangelion, parce que c'est l'ouverture d'un cycle Evangelion. On parlait des jeux vidéo, on aura probablement une émission dans un Mind Game ou un jeu game moi non plus qui traitera de la question. Donc voilà, restez vraiment à l'affût, de toute façon on vous tiendra au courant. Ce sera diffusé en replay pour ceux qui arrivent en cours de route ou qui ont loupé certains éléments. Je rappelle, avant du coup de rendre l'antenne, et autant podcastiquement que dans le live, Karim Charidib et Yannick Kerner, donc qui sont tous deux chercheur à Rennes et responsable d'une journée scientifique autour de la série Evangelion, et superviseur responsable d'un ouvrage à venir autour de cette même série Evangelion. Merci beaucoup, et puis de toute façon, comme on dit à la fin des épisodes d'Evangelion, Otanoshimini, hein, à la prochaine fois, ou Tsuzuku plutôt, c'est selon. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci à tous les deux. Et puis, je crois qu'on peut dire aussi que au prochain épisode, Yannick enlève le haut. Hein. Ouais, j'allais le dire pour ça. Dans le sens où il va se mouiller un petit peu plus, voilà. Vous serez pas à l'abri effectivement de trolls entre chercheurs interposés. Merci à vous deux, merci au chat, et puis de toute façon on se retrouve bientôt. Salut. Salut.